Pourra-t-on un jour prédire où et quand auront lieu les prochains crimes et délits? Cela s'appelle la police prédictive. Avec des formules mathématiques, des scientifiques établissent des futures cartes de la délinquance. C'est le sommaire d'Envoyé spécial. Et maintenant, c'est à une révolution que nous nous sommes intéressés avec cet autre reportage. Elle agite les services de police de plusieurs pays dans le monde. Leur rêve, prédire, anticiper les crimes. Oui, c'est presque un scénario de film de science-fiction. Prédire les crimes et les délits. Aux États-Unis, c'est déjà une réalité. Cela s'appelle la police prédictive. Grâce à des formules mathématiques, des algorithmes, des scientifiques dessinent les cartes de la délinquance future. C'est-à-dire qu'ils essaient de prévoir où et quand auront lieu les prochains cambriolages, les prochains vols ou les prochains meurtres. Certaines villes vont même encore plus loin. Elles prétendent savoir qui va les commettre. Mais la délinquance est-elle prévisible? Regardez les devins du crime, un reportage réalisé par Élise Menant et Guillaume Beaufils. On a eu un appel. Un homme dit que des types ont forcé sa voiture. Cela fait 28 ans que le sergent Williams sillonne les rues de Los Angeles. Mais depuis 5 mois, le hasard n'aurait plus toute sa place dans ses patrouilles. « 21h, il est appelé sur sa première intervention. Une jeune femme vient d'être arrêtée pour tentative de vol. Vous me faites mal! Elle a vandalisé ma voiture. Là-bas? Non, là-bas. Il y en avait d'autres. Il y en avait un avec des chaussettes blanches. Ils étaient combien? Je dirais qu'ils étaient 4, mais ils se sont enfuis. Les 4 suspects sont retrouvés à proximité. Main en l'air. La tentative de vol, ces arrestations. Le sergent Williams affirme qu'il savait qu'une scène de ce type allait se produire. Une scène qui aurait été prédite quelques heures plus tôt et localisée sur l'une de ses cartes. On savait que ça se passerait ici. On avait prédit qu'il se passerait quelque chose entre les rues North Vermont, Santa Monica et Beverly. Depuis le mois de juin, le sergent Williams a un nouvel indice, son ordinateur. C'est lui qui lui dit où et quand séviraient les délinquants. Avec l'ordinateur, conjugué à notre savoir-faire, à la qualité de nos officiers, on a réussi à empêcher un vol. C'est ce vers quoi on tend. C'est à ça que va ressembler le futur. C'est ce qu'on appelle la prédiction du crime. À Los Angeles, la police cible les quartiers où devraient avoir lieu les délits et les crimes de la journée. Pour cela, elle utilise un algorithme, une formule mathématique. Imaginons un monde où l'officier arrêterait le futur criminel avant qu'il ne passe à l'acte, comme dans le film Minority Report. Au nom de la division pré-crime, je vous arrête pour le futur meurtre de Sarah Marks et de Donald Dubin. Cela ressemble à un scénario hollywoodien, mais aux États-Unis, c'est déjà la réalité. Des entreprises, des scientifiques promettent un avenir sans délinquance, comme dans cette publicité d'IBM où l'officier arrive sur les lieux du délit avant son auteur. Cela s'appelle la police prédictive. Comment cela fonctionne-t-il? Peut-on vraiment prédire comment agiront les délinquants? Tout est-il déjà écrit à l'avance? Nous avons patrouillé dans les rues américaines, de Los Angeles à Chicago, chez les devins du crime. Aux États-Unis, un État a cru avant tous les autres au potentiel de la police prédictive, la Californie. Nous prenons la route vers le nord, vers l'une des villes qui en a adopté les méthodes. Modesto, 200 000 habitants, est surtout connu pour ses vins rouges et pour ses chiffres records de la délinquance. Jusqu'à peu, elle occupait la première place du pays pour les vols de voitures par habitant.
Alors pour la police locale, l'idée d'anticiper les actes des voleurs, des cambrioleurs, a vite résonné comme une promesse, celle de combattre la délinquance de manière plus stratégique. Billy Boyle travaille dans la police depuis 9 ans. Comme tous les matins, il s'équipe avant de partir en patrouille. Dans le sac, on a pris nos masques à gaz et nos chargeurs. Et tout ce dont on a besoin pour répondre à n'importe quelle situation. Depuis 2 ans, Billy Boyle ne sort plus sans sa nouvelle arme, ses cartes, qu'il imprime tous les matins. Ces carrés rouges changent à chaque prise de service et lui indiquent où devraient avoir lieu les délits de la journée. Allez, on y va ? Plus de patrouilles au hasard. Désormais, les cartes servent de guide à Billy Boyle. Dans son quartier, une dizaine de points chauds a été identifiés. Des zones extrêmement précises de 150 mètres sur 150 mètres. Là, on rentre juste dans une des zones. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose ici? Oui, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité qu'il se passe quelque chose ici, pendant mon service, entre 10 h du matin et 9 h du soir. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Moi, mon boulot, c'est d'empêcher que cela se passe. Le fait que l'on soit dans une voiture de police, les gens nous voient, et par notre seule présence, on peut dissuader les délinquants de passer à l'acte. C'est le but principal de ce nouvel outil, empêcher le délit d'avoir lieu. Et pour cela, les officiers redoublent de vigilance dès qu'ils arrivent dans une zone rouge. Billy Boyle vient d'être appelé en renfort. L'un de ses collègues a interpellé un homme qu'il considère comme suspect. À l'origine, une infraction mineure. Le jeune homme roulait à contresens à vélo. Vous avez votre carte d'identité ? Mais en vérifiant son identité, les officiers apprennent qu'il était recherché. Vous êtes recherché pour avoir violé votre liberté conditionnelle. Pardon? Quoi? Vous êtes en liberté conditionnelle, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, vous êtes recherché. Je ne sais pas si vous avez manqué un rendez-vous ou quoi, mais vous êtes recherché. Le jeune homme est arrêté. Il dormira le soir même en prison. Les policiers sont satisfaits. Selon eux, ils ne l'auraient pas retrouvé sans les cartes de prédiction. C'est parce qu'on a concentré nos efforts sur les zones rouges qu'on a pu arrêter cet individu. Et il y a des chances qu'on l'ait ainsi empêché de passer à l'acte. De toute façon, quelqu'un qui a violé sa conditionnelle doit aller en prison. Bon boulot, collègue. Nous décidons de laisser les officiers et de rester dans la zone rouge. Carte en main, nous voulons savoir ce qu'en pensent les habitants. Vous savez qu'il va peut-être y avoir un délit ici? Oui, certainement. Comment ça? Parce que c'est un quartier chaud. Vous connaissez ce logiciel utilisé par la police? C'est un logiciel qui est censé prédire où les délits vont avoir lieu. Ah non, je ne connaissais pas. Vous en pensez quoi? Oh, mais ça fait peur. Là, on est pile au milieu d'une zone rouge. Il va y avoir un délit aujourd'hui. C'est censé prédire le futur. Ah bon, j'espère que c'est pas moi. Parmi la douzaine d'habitants que nous avons rencontrés, aucun ne connaissait ce nouvel outil utilisé par leur police. Qu'y a-t-il derrière ces cartes? Nous retournons au commissariat. Le capitaine Rick Armendariz est le numéro 2 de la police de Modesto. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Super, merci. C'est lui qui a décidé de se lancer dans la police prédictive il y a 2 ans. Là, c'est le bureau des analystes. Son choix s'est porté sur un logiciel créé par une société privée, PredPol, qui lui coûte 30 000 $ par an. Un outil qui dit prédire l'avenir à partir des statistiques de la police.
On a transmis à Predpol toutes nos données des 10 dernières années, en se concentrant sur le type de crime, le lieu du crime et la date et l'heure du crime. Seuls ces 3 types de données sont utilisés. Ce que Predpol fait, c'est qu'ils analysent ces informations du passé. Et avec une équation mathématique, ils nous disent où il y a de fortes probabilités qu'aient lieu les futurs délits. Rick Armendariz n'en sait pas plus sur la formule mathématique. Peu lui importe. Ce qui compte pour lui, ce sont les résultats. Ce qu'on voit, c'est que fin 2014, il y a une réduction de la délinquance. En fait, ce sont même des baisses à 2 chiffres. De combien? Par exemple, on a vu une baisse de 27% des cambriolages, une baisse de 14% des vols. La seule chose qui a augmenté, ce sont les arrestations. Une baisse spectaculaire des délits, alors même que la police de Modesto a perdu 30% de ses effectifs en 5 ans, notamment en raison de restrictions budgétaires. Comment fonctionne le programme de Predpol, déjà adopté par une 60aine de villes aux États-Unis? La société a ses locaux ici, à Santa Cruz, dans ce qu'on appelle un incubateur d'entreprise. La petite start-up n'est pas la seule sur le marché, mais en à peine 3 ans d'existence, elle s'est imposée comme l'un des leaders. Aujourd'hui, 25 personnes y sont employées à plein temps. Tous les matins commencent par une réunion en vidéoconférence avec les ingénieurs basés un peu partout dans le pays. Donc ta priorité numéro 1, Jim, c'est de réinitialiser les zones rouges pour le commissariat numéro 19. Je devrais pouvoir faire ça dans la journée. Le logiciel coûte entre 10 000 et 150 000 $ par an en fonction de la taille de la ville. Cette année a été un tournant pour le produit. Predpol n'est pas encore bénéficiaire, mais son directeur mise sur une explosion de la demande. Quand on a commencé, les gens étaient très sceptiques. Mais maintenant, ils acceptent que ça marche. Ils acceptent que ce soit l'outil de nouvelle génération. Et que si c'est bien utilisé, ça peut faire toute la différence. Ce n'est plus le futur, c'est déjà le présent. Dans les années qui arrivent, ce sera un produit de référence. Derrière ces cartes, le fameux algorithme. Nous avons demandé à voir cette formule mathématique qui, à les écouter, ressemble un peu à une formule magique. Pouvez-vous nous montrer l'algorithme? Absolument pas. Pourquoi pas? Parce que si je vous le montrais, vous pourriez le copier. L'algorithme est un secret industriel. Nous n'en saurons pas plus ce jour-là. Mais nous allons rencontrer celui qui l'a élaboré. Retour à Los Angeles, la ville où la réalité a rattrapé la fiction. C'est à quelques kilomètres d'Hollywood qu'est né le programme. À l'université UCLA, dans la tête de cet homme. Jeff Brantingham est un anthropologue spécialisé dans les comportements criminels. Pour lui, c'est un peu une histoire de famille. Ses parents étaient de célèbres criminologues. Il y a 10 ans, il s'entoure d'une petite équipe d'universitaires avec l'ambition d'établir les futures cartes de la délinquance. On travaillait depuis des années à essayer de comprendre ces cartes. Et un jour, un membre de mon équipe m'a dit « Je crois que les crimes, c'est comme les tremblements de terre ». On s'est alors dit qu'on pouvait adapter les mathématiques utilisées en sismologie pour comprendre et prévoir les crimes. Les crimes et les délits se répéteraient un peu comme les répliques d'un séisme. Et ce pour une raison simple, les délinquants seraient rationnels. Les êtres humains sont des êtres d'habitude. On trouve des choses qui fonctionnent pour nous et on les répète. On trouve des restaurants où on aime aller. Les criminels ne sont pas différents. Eux aussi trouvent une routine qui fonctionne pour eux et la répètent. C'est pour ça qu'on peut prédire l'avenir? Oui, c'est pour ça. On parle de crime, mais en fait, ce qu'on prévoit réellement, c'est le comportement humain.
Et c'est parce que le comportement humain est si régulier que l'on peut prendre un modèle qui marche à Los Angeles et l'appliquer ailleurs, à Atlanta ou à Paris. Selon Jeff Brantingham, le criminel serait donc prévisible. Pourtant, certains doutent déjà de cette théorie scientifique. Au moins 2 villes ont décidé de rompre leur contrat avec Predpol. C'est le cas de Richmond, en banlieue de San Francisco. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Félix Tan, le bras droit du chef de la police, va nous servir de guide. Nous allons passer une partie de la journée en patrouille. Ici, plus de cartes ni de carrés rouges. Les officiers répondent aux appels et suivent leur instinct. Désolé, j'écoutais notre radio. On va répondre à cette urgence. C'est un homme qui vient de frapper sa copine. Les secours arrivent pour prodiguer les premiers soins. L'officier Shiraishi vient au rapport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un couple. Ils sont ensemble depuis 1 an à peu près. Elle est enceinte. Ça a commencé par une dispute, puis il l'a frappée et il s'est enfui. La violence conjugale occupe une grande partie du quotidien de ces policiers. Elle représente 35% des appels d'urgence. Est-ce que c'était prévisible? Absolument pas. C'est le genre de délit que l'on ne peut pas prédire. La police prédictive peut éventuellement être utile pour les cambriolages, mais c'est tout. Moi, je pense qu'on ne peut pas prédire la nature humaine. Ou alors, on ne serait pas en train d'intervenir ici. Après 2 ans d'utilisation du logiciel Predpol, la police de Richmond a décidé d'interrompre son contrat en juin dernier. L'une des raisons, le logiciel serait inefficace pour prévoir les violences. Quant au reste des délits, ces officiers reconnaissent que le programme peut être exact, mais qu'il prédit surtout des banalités. Les points chauds de Predpol étaient des endroits où on allait déjà. Le logiciel servait surtout de rappel pour envoyer des patrouilles supplémentaires. Mais vous saviez déjà que c'était les endroits à surveiller? Oui, c'était les endroits où il y a le plus de délits. Donc, est-ce que vous en aviez vraiment besoin? Non, on n'en avait pas vraiment besoin. Pourtant, Richmond fait partie des villes mises en avant par Predpol pour ses bons résultats, avec des délits en baisse de 20 à 50% dans certains domaines. Mark Gagan est l'un des chefs adjoints de la police. Selon lui, la courbe de la délinquance n'aurait rien à voir avec le logiciel. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Je viens chercher nos statistiques. Il veut nous montrer les chiffres dans leur ensemble. Si on regarde en 2004, on avait plus de 8000 crimes de type 1, c'est-à-dire les crimes les plus sérieux, du viol aux attaques à main armée. Et en 10 ans, on voit qu'on est passé de 8000 crimes à environ 5000. Cela fait 10 ans que le crime baisse à Richmond, soit bien avant l'utilisation de Predpol. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Predpol utilise vos chiffres pour dire que leur logiciel fonctionne? Je dirais que c'est l'argument d'un commercial plus que d'un analyste du crime. C'est-à-dire? Ils disent cela pour vendre leur logiciel. Il y a 2 ans, Mark Gagan était l'un des grands défenseurs de la police prédictive dans son commissariat. Mais aujourd'hui, il n'y croit plus. Il préfère compter sur ses analystes. La technologie est très importante. Mais je crois dans un modèle d'analyse des données par les êtres humains, plus que dans un modèle de pure statistique. La police a affaire à des êtres humains qui ont des comportements humains. Donc il faut appréhender tout cela avec une touche humaine. Un algorithme n'en est pas capable.
Nos analystes, eux, le font très bien. Ce sont mes algorithmes humains. Il faut juste les nourrir régulièrement. Impossible de savoir exactement combien de villes ont abandonné ou refusé le logiciel. La start-up ne veut pas communiquer sur ce sujet. Certaines critiques vont encore plus loin. Et si l'ordinateur faisait tout simplement fausse route? C'est ce que pense cet homme. Patrick Ball est scientifique. Il a fondé une petite ONG qui se sert des statistiques pour défendre les droits de l'homme. Selon lui, les données de la police ne sont pas assez fiables pour prédire les délits, car trop peu de gens portent plainte. Les données de la police ne montrent qu'une petite partie du nombre réel de délits dans une société. Le résultat, c'est donc que le logiciel n'indique pas ce qu'est vraiment la délinquance, mais ce que la police connaît de la délinquance. La police pense que l'ordinateur ne peut pas se tromper. C'est très naïf. Un ordinateur peut très bien être biaisé, parce qu'il ne fait que reproduire ce qu'on lui a appris. Pour Patrick Ball, l'ordinateur pourrait être biaisé au point même de devenir raciste. C'est ce qu'il veut nous démontrer avec ce schéma. Voici le plan d'une ville. Comme dans la plupart des villes américaines, les Afro-Américains vivent dans le même quartier. Là, c'est les autres. Imaginons que la police, ici en bleu, soit surtout présente dans le quartier afro-américain. Maintenant, je vais dessiner en rouge là où sont les délits. Selon le logiciel, dans quel quartier est-ce qu'il y aura les prochains délits? Dans le quartier afro-américain, parce que c'est là que la police va. Et où que la police aille, elle trouvera des infractions. Donc elle y va, elle trouve des délits, elle rentre les données dans le logiciel, et le logiciel leur dit « Retournez là-bas ». Et donc ils retournent là-bas et ils trouvent plus de délits. La donnée de la race n'a pas besoin d'être dans le logiciel pour que le logiciel soit raciste. Aux États-Unis, pourtant, peu de voix s'élèvent contre les algorithmes de la délinquance. Et certaines villes ne se contentent plus de cibler des quartiers, mais des individus. C'est ce que nous allons découvrir à quelques milliers de kilomètres de la Californie, dans l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis, Chicago. Près de 3 millions d'habitants, dont 100 000 membres de gangs, parfois ultra-violents. Plus de 2500 personnes sont blessées par balle chaque année et environ 400 en meurent. Depuis 2 ans, la police de Chicago joue aussi au devin du crime. Seule différence, elle ne prédit pas où ils auront lieu, mais qui va les commettre. Un algorithme a identifié les 400 personnes les plus dangereuses de la ville, celles qui ont le plus de risques d'être impliquées dans des violences de gang. Cette liste secrète, nous nous la sommes procurée. La voici, sur une vingtaine de pages. Pour des questions de confidentialité, nous avons masqué les identités. En face de chaque nom, un score. C'est le niveau de dangerosité. Les premiers auraient 500 fois plus de risques que la moyenne d'être impliqués dans des violences. Nous partons à la recherche de personnes identifiées par l'algorithme. Dans ce quartier d'Austin, à l'ouest de Chicago, ils sont une vingtaine. Robert est l'un d'entre eux. Il y a 2 ans, une patrouille est venue lui annoncer qu'il serait désormais particulièrement surveillé. Va voir la police. Va leur demander pourquoi je suis sur cette liste. Mais on leur a demandé. Et ils ont dit quoi?
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que j'étais un criminel, c'est ça? Imagine, t'es une journaliste, tu vis ta vie, et tout d'un coup j'arrive et je dis « C'est une journaliste, ok, mais c'est aussi une putain de tueuse. » Est-ce que ça ne va pas ruiner ta réputation? Est-ce que ça ne va pas t'enfoncer plus bas que terre? Est-ce que les gens autour vont pas se méfier de toi? Et est-ce que de faire tout ça à quelqu'un, ce n'est pas contre la loi? Le jeune homme ne décolère pas. Il ne ferait pas partie d'un gang et n'aurait donc rien à faire sur cette liste. J'ai été identifié par un programme, pourquoi? Eux-mêmes, ils ne savent pas. Comment je suis arrivé là, alors que je n'ai commis que des délits mineurs? Regarde par exemple. Elle là-bas, c'est une droguée. Lui là-bas, c'est un gros délinquant. Lui, le noir de l'autre côté de la rue, il vend de la drogue. Ces 3 personnes n'ont pas été sélectionnées par le programme, mais moi oui. Pourquoi? La liste aurait fait de lui un paria. Il nous demande de partir. Nous avons pu vérifier son casier judiciaire. À 24 ans, Robert a été arrêté à de multiples reprises, mais toujours pour des faits mineurs, comme possession de cannabis ou pour avoir joué au dé pour de l'argent. Comment s'est-il retrouvé sur la liste? Quelles sont les données utilisées? À Chicago, le sujet est tabou. Nos appels répétés aux autorités sont restés sans réponse. Après plusieurs relances, nous avons reçu ce courrier de la police de Chicago. Notre demande d'information est rejetée. Divulguer des informations sur cette liste menacerait son efficacité ainsi que la sécurité physique des citoyens. Un seul homme a fini par accepter de nous parler. Bonjour. Christopher Mallette accompagnait la patrouille qui a rencontré Robert il y a 2 ans. Il est consultant et travaille en partenariat avec la police sur un programme de réduction de la violence. Je ne dis pas que c'est une exclusivité, mais sachez qu'on ne parle pas à la presse d'habitude. Nous lui soumettons le cas de Robert. Nous voulons savoir comment l'algorithme choisit les personnes de la liste. On regarde 2 choses. D'abord les données de la personne. Est-ce qu'elle s'est déjà fait tirer dessus et combien de fois? Est-ce qu'elle a déjà été arrêtée pour des faits de violence? Puis on va étudier les données de son entourage, les personnes avec lesquelles elle a été arrêtée. Et c'est comme ça qu'on détermine qui a le plus de risques d'être la prochaine victime ou le prochain auteur de violence. Est-ce parce que son meilleur ami a été tué par balle que Robert est sur la liste? Christopher Mallette ne nous en dira pas plus. Il préfère mettre l'accent sur le volet social qui accompagne le programme. Les forces de l'ordre se rendent chez chacune de ces personnes identifiées, en compagnie des services sociaux. Et on leur dit « Sachez qu'on vous a à l'œil, que tout le monde vous regarde. » Puis les services sociaux leur disent « Nous, on est là pour vous aider. » Donc, dans un sens, notre message c'est « On vous arrêtera si vous nous forcez, mais on vous aidera si vous le voulez. » La police de Chicago prédirait donc qui sont les futurs criminels pour mieux les soutenir. Robert, lui, affirme n'avoir eu en 2 ans aucun contact avec les services sociaux. À Chicago, un homme pense que les autorités sont allées trop loin. Le pasteur Corey Brook dirige un programme qui vient en aide aux membres de gangs. Plutôt optimiste au lancement de la liste, il se dit déçu aujourd'hui. Selon lui, le volet social ne serait qu'un prétexte pour mieux ficher les individus. Il nous emmène dans son quartier du South Side. C'est l'un des plus dangereux de Chicago. Ici, les règlements de compte entre gangs peuvent être quotidiens. Lorsque la nuit tombe, entre ces immeubles, c'est l'heure de tous les dangers. Moi, je ne sors pas tard la nuit. Mais à cette heure-ci, ça va? Là, ça va. Parce que les gens voient qui je suis. Et pour nous, ça va aussi? Oui, parce que les Blancs ne se font pas tirer dessus dans ces quartiers. Je sais, ça a l'air fou, mais c'est une violence entre Noirs.
Dans ce quartier, au moins 7 personnes sont sur la liste. Nous ne les verrons pas ce jour-là, mais Cory Brooke les connaît bien. Cela fait 15 ans que le pasteur arpente ces rues pour sortir les jeunes de la violence. Selon lui, cette liste renforce un sentiment de stigmatisation. Salut mon frère, comment ça va? Vous savez que la police a une liste de 400 noms, des personnes qui ont le potentiel d'être soit une victime des violences, soit un tueur. C'est dingue, mec. Moi, je suis pas un mauvais citoyen, je travaille. Jojo a déjà été blessé par balle 2 fois dans le quartier. À sa connaissance, il n'est pas sur la liste. Ils ont fait une équation mathématique avec un ordinateur. Ils essayent de prédire le futur des gens qui potentiellement vont pas du tout être des tueurs en fait. Si ça se trouve, ces gens cherchent un travail maintenant. Ils essayent de changer leur vie. Le pasteur dénonce même un fichage racial. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de blancs sur cette liste. Que parmi ces 400 noms, ce sont surtout des noirs ou des latinos. Et c'est jamais bien. Quand on stigmatise, quand on cible une race, non, c'est pas le chemin à prendre. La liste devait permettre de réduire les crimes. Pourtant, 2015 pourrait être la plus violente de ces 10 dernières années à Chicago. Mais dans une Amérique fascinée par les technologies, à l'ère du big data, il est difficile de faire entendre une voix dissonante. Bonsoir Élise, vous avez réalisé ce reportage aux États-Unis. Est-ce que cette expérience intéresse aussi la police française? Oui, tout à fait. Ces méthodes sont en train d'arriver en France. Il y a quelques mois, la gendarmerie a annoncé qu'elle se lançait dans la police prédictive. Alors pas avec des algorithmes existants comme PredPol, mais avec leurs propres formules mathématiques. Pendant plusieurs années, le pôle scientifique de la gendarmerie a élaboré ces formules mathématiques qui sont aujourd'hui en test sur le terrain. Alors, Élise, est-ce que la vision française de la police prédictive est la même que celle qu'on vient de découvrir dans votre reportage aux États-Unis? A priori, pas tout à fait. On n'a pas eu accès, nous, à ces expérimentations, mais selon la gendarmerie, leur programme est très loin de ce qu'on voit dans le reportage. D'abord, ils ne comptent pas cibler d'individus, mais ils ne comptent pas non plus cibler de quartiers ou de rues. Leur idée, c'est de dessiner les tendances de la délinquance au niveau départemental ou régional. Et puis leur objectif avec ces méthodes, c'est pas forcément une chute spectaculaire de la délinquance. Un gendarme me disait que les chiffres de PredPol, eux, ils n'y croient pas. Et ils pensent que s'ils arrivent à une baisse de 5% des délits, c'est déjà un grand succès. Pour la gendarmerie, en fait, les méthodes de police prédictive permettraient un meilleur travail, une meilleure allocation des ressources, mais ce ne serait pas la promesse d'un avenir sans crime ni délit. Merci beaucoup, Élise. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, francetvinfo.fr. Nous attendons vos remarques, vos suggestions.